Leur parcours était tout tracé, puis ils ont découvert le Web3. C'est devenu une passion, ils ont alors décidé de devenir des Web3 builders, à leur rythme, à leur manière et selon leur vision. Inspirez-vous de leur histoire incroyable et devenez, vous aussi, un builder. Je suis Romain Milon, recruteur de passionnés du Web3 et cofondateur de Bounty Chasseur, la solution qui démocratise le recrutement par recommandation, pour vous permettre de recruter de nouveaux talents de manière rapide et ultra compétitive. Contactez-moi sur LinkedIn pour déposer votre première offre sur Bounty Chasseur. Avant ce nouvel épisode, je tenais à vous préciser que nous ne donnons pas de conseils en investissement financier dans ce podcast. Je vous rappelle aussi que tout investissement dans les cryptoactifs et les NFT comporte des risques et peut entraîner des pertes en capital. Soyez prudents et faites toujours vos propres recherches. Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Behind the Chain. Aujourd'hui, je reçois Joséphine Louis, elle est fondatrice de la Fungi Galerie. Comment tu vas, Joséphine? Ça va très bien et toi? Bah écoute, un peu malade, je pense que ça s'entend, mais ça va le faire, ça va le faire. Alors on peut commencer tout de suite avec la première question habituelle. Est-ce que tu peux me dire ce que tu faisais avant d'arriver dans le Web3? Alors, j'ai toujours baigné dans un univers artistique et culturel. Je voulais travailler dans le marché de l'art au sein de galeries d'art et de maisons de vente aux enchères. Donc pour ça, j'ai fait du droit, de l'histoire de l'art et un master en management du marché de l'art à l'école de l'EAC. Donc ça, c'était pour travailler en maison de vente aux enchères et c'est ce que j'ai fait. Donc là, j'étais plutôt proche des objets d'art et des œuvres d'art. Donc tu as eu une première expérience dans une maison d'enchères. Est-ce que c'est ce qui t'avait attiré dans cette expérience-là, c'était le côté Web3 ou quand tu as décidé de postuler dans cette maison de vente, tu ignorais on va dire au départ qu'il y avait une activité liée au NFT? Alors, j'avais pas encore en tête les NFT, c'était en 2020, donc je m'y intéressais pas encore. Non, j'étais vraiment plus proche des objets d'art. Je faisais donc plutôt de l'expertise d'œuvres d'art. C'était des tableaux, des sculptures, ou de l'art déco, mais il n'y avait pas de NFT encore. Ok. Et du coup, comment s'est passée cette découverte alors concrètement et comment t'as été amené à travailler sur ce type de sujet? Ouais, alors pour les NFT, le Web3, en fait, j'ai découvert plutôt les NFT par le biais de la blockchain et des crypto-monnaies. C'est en 2018 que j'ai commencé à acheter mes premières crypto-monnaies et je me suis intéressée donc à la blockchain et à l'application de la blockchain dans le marché de l'art. Donc, je lisais beaucoup de littérature là-dessus et, euh, et en fait, je me suis, enfin, j'ai découvert en 2021, effectivement, les NFT, ça pouvait être très bénéfique pour le marché de l'art numérique et que ça ouvrait vraiment des portes à des expressions artistiques qui étaient jusqu'alors laissées de côté par le marché de l'art. Et c'était normal, en fait, à l'époque, parce que rien ne me permettait de lui octroyer de la rareté, ni de lui attribuer un propriétaire de manière irréfutable. Euh, donc en fait, j'ai en fait tout de suite adhéré au grand principe de la blockchain, donc à savoir la décentralisation, la transparence des informations, mais aussi un retour sur les libertés individuelles. Il y en a beaucoup qui pensent ça aussi, qui se sont attachés à ça, comme être propriétaire de ses données personnelles, automatiser des transactions sans forcément passer par l'approbation d'une institution centrale. Donc, pour moi, il y avait plus de mains, plus de liberté et de confiance au sein de cette technologie. Et, euh, et en fait, je me suis demandé si c'était applicable au marché de l'art. Je savais que ça allait vraiment changer les règles du jeu dans différents secteurs économiques, comme la finance, par exemple. Et en fait, dans le marché d'art, c'est un marché qui est totalement opaque, qui est marqué par l'entre-soi, un peu d'élitisme. Et je pensais que voilà, la blockchain pouvait tirer des bénéfices de cette technologie en matière de transparence, notamment pour la traçabilité des objets, pour leur authenticité. Et en fait, j'ai fait un état des lieux des initiatives de start-up axées sur la blockchain pour le marché de l'art. Et alors fin 2020, pardon, j'ai écrit un mémoire dans le cadre de mes études
qui justement questionnait le potentiel de la blockchain, si elle pouvait renouveler la confiance des collectionneurs d'art dans ce marché assez opaque. Et en fait, en pleine rédaction de mon mémoire, il y a eu la vente de février 2021 sur Nifty Gateway, une vente de Beeple. Et pour moi, ça a marqué un tournant dans la communauté des investisseurs en crypto et ensuite dans le monde de l'art traditionnel, parce qu'un mois plus tard, il y a eu la vente de Beeple chez Christie's en mars 2021. Donc tout le monde se disait, mais c'est qui Beeple? On le connaît pas, c'est pas un artiste reconnu du marché de l'art. Et pour moi, ça annonçait un nouveau paradigme pour ce marché de l'art. Et c'était là voilà, le début de ma longue série de questions. Peut-on collectionner de l'art numérique sans pouvoir l'exposer chez soi? Et comment on revend une œuvre d'art sur le marché? Comment se comporte le marché? Et puis, elle a quelle valeur, mon NFT? Enfin, pour comprendre, en fait, j'ai testé, j'ai acheté, j'ai revendu et j'ai surtout collectionné des pièces d'artistes que j'affectionnais beaucoup, comme des artistes assez reconnus en art numérique, comme Grégory Chatonsky. Il y avait Daniel Arsham, qui est représenté par la galerie Perrotin, Léo Carriard par la galerie 208, mais aussi d'autres crypto-artistes qui n'étaient pas connus du marché de l'art, comme Pac, Robness ou Miss Al Simpson. Et aujourd'hui, je suis collectionneuse d'une trentaine d'œuvres. Donc pour moi, c'était l'une des applications les plus concrètes de la technologie blockchain pour l'art, à savoir pour l'art numérique. Ok, merci pour tout ça. Est-ce que tu pourrais peut-être nous dire quelques mots sur ton passage donc au sein de la maison de vente FOF Paris, et je crois que vous aviez notamment lancé des ventes de NFT. C'était assez, on va dire, vous étiez pionnier là-dessus. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots et comment ça s'est passé concrètement? Ouais, bien sûr. J'ai rejoint la team de Fauve Paris en janvier 2022. Donc, c'est une maison de vente aux enchères qui est située dans le Haut-Marais à Paris. Et en fait, on a créé la première vente de NFT sans support physique en France. Donc là, j'étais aux côtés de Lucie Éléonore Riveron, qui est aujourd'hui CEO de la NFT Factory, que vous connaissez certainement. Et j'ai apporté mon aide pour cette vente inédite. J'ai eu beaucoup de chance de participer à cette aventure. C'était vraiment excitant. En fait, la maison de vente m'a donné carte blanche pour proposer à des artistes, pour proposer une sélection, une curation, écrire des textes et aussi gérer la relation client. Parce en tant qu'intermédiaire, on est à la fois, on s'occupe des vendeurs et des acheteurs. Donc au total, il y a eu 50 œuvres numériques qui étaient proposées à l'avance et ça n'a pas été simple à organiser, on va dire. Il y avait beaucoup d'inconnus. Déjà juridiquement, la temporalité, elle pas idéale. Euh, alors on a beaucoup communiqué dessus, mais en fait, il y avait un artiste du Code du commerce euh, qui n'autorisait pas explicitement la vente aux enchères de biens incorporels en vente aux enchères publiques. Et donc, sans ça, on était contraint en fait d'associer un objet physique. Finalement, on a donné une version un peu papier du certificat euh, du, du smart contract. Après, techniquement, il y avait aussi tout de nouveau concernant le transfert de propriété sur la blockchain, mais aussi sur l'exposition des œuvres numériques, comment on fait. Est-ce qu'on propose des écrans? Est-ce qu'on fait une projection? Comment on met les vidéos sur le site internet? Et ensuite, troisième difficulté, c'était plutôt d'ordre philosophique. On s'est beaucoup questionné sur quelle position adopter en tant qu'intermédiaire dans un univers qui est totalement dématérialisé et transparent, alors que les maisons de vente aux enchères, elles sont soumises à la règle de confidentialité des parties. On s'est beaucoup questionné sur notre rôle. Mais bon, on l'a fait, on a testé. Et voilà, je pense qu'on a aidé à créer des ponts en amenant les collectionneurs d'art contemporain à appréhender l'art des écrans et surtout de leur faciliter la tâche. Donc, on a organisé des ateliers d'initiation. Et moi, personnellement, j'ai pu ouvrir 10 wallets à de nouveaux acheteurs
Donc c'était un véritable challenge. Les nouveaux acheteurs, ils étaient souvent collectionneurs d'art contemporain et certains pas clients de chez Fauve à la base. Et donc la vente, ça a été un véritable succès. Il y avait plus de 200 personnes en salle. C'est un peu l'euphorie. Euh, et puis on a quand même vendu 2 tiers des lots. Donc voilà, je suis très fière d'avoir fait partie de cette aventure. Bah, bravo en tout cas d'avoir contribué aussi à la culturation, je pense, du milieu de l'art au domaine des NFT. Alors aujourd'hui, du coup, si on revient sur ton actualité perso, tu as décidé de fonder donc ta propre galerie, comme je disais en intro, qui s'appelle donc la Fungi Gallery. Est-ce que tu peux nous dire voilà pourquoi tu as décidé de fonder ta propre galerie NFT? Bah, déjà, j'ai toujours été persuadée que les intermédiaires, comme les galeries d'art, les curateurs, les critiques d'art, ils ont un rôle à jouer dans cette révolution de l'art numérique. Et en fait, il nous revient de les faire entrer voilà, dans la grande histoire de l'art, celle qui est validée et encouragée par les institutions culturelles. Et la principale raison pour laquelle je fonde ma galerie aujourd'hui, c'est faire découvrir ma sélection d'artistes, ceux en qui je crois, qui ont un potentiel artistique important. Et surtout, parce qu'au début de mes explorations sur la blockchain, je me suis confrontée à une difficulté majeure, celle de trouver des œuvres d'art numériques de qualité. Donc moi, j'ai une formation en histoire de l'art, je suis habituée aux musées, aux galeries, aux foires. En fait, c'était un peu déconcertant de voir dans les médias qu'il y avait que les collectibles qui étaient mis en avant. Et j'étais un peu perdue dans les nombreuses marketplaces. Comme OpenSea, son nom l'indique, c'est la mer, c'est l'océan. On se perd dedans. Il y a tellement d'artistes, d'œuvres. Donc en fait, j'ai entrepris de longues recherches pour trouver des artistes. J'ai dû reprendre mes cours d'art numérique pour rechercher les artistes reconnus de l'art contemporain qui avaient créé des NFT. Et finalement, en 2 ans, j'ai constitué j'ai un gros répertoire d'au moins 1000 artistes. Euh, et ce travail de recherche, en fait, je voudrais le mettre à profit au grand public pour leur faire gagner du temps et de les réorienter vers des artistes vraiment prometteurs. Donc, sous cette casquette de Fungi Gallery, j'ai l'intention de vous faire découvrir des artistes talentueux, des artistes émergents ou alors reconnus par le marché de l'art. Et en fait, ceux qui sortent vraiment des chemins battus. Donc, Fungi Gallery, elle travaille en étroite collaboration avec les artistes de la sphère traditionnelle et des artistes numériques émergents. Dès novembre 2022, du coup, je vais vous proposer à la fois des expositions virtuelles, des expositions physiques dans Paris et aussi un autre pan, ça va être celle des formations d'initiation au Web3 pour les artistes et les collectionneurs. Donc l'objectif, c'est de faire découvrir des nouvelles tendances, des nouvelles esthétiques dans l'art contemporain et de créer des ponts en amenant les nouveaux collectionneurs d'art à appréhender l'art numérique sans difficulté technique. Donc ça, c'est un gros challenge. Euh, je vais, je vais faire un focus là-dessus pour donner beaucoup de ressources un peu pédagogiques pour faire comprendre ce qu'est un NFT, c'est quoi l'intérêt des NFT dans l'art numérique. Je veux vraiment aider à rendre ça intelligible. Et après, voilà, la galerie, elle est là pour apporter un regard neuf, un regard aguerri sur le marché de l'art numérique. Euh, il y aura un peu de tout, de tous les médiums. Il y aura de l'art vidéo, de l'animation, du motion design 3D, de l'art génératif et aussi des expériences immersives. Aujourd'hui, est-ce que c'est un projet que tu développes seul ou tu as des associés, voilà, ou des contributeurs en plus de toi? Là, pour l'instant, je suis toute seule à faire ça. Mais j'exclus pas que plus tard, je pourrais m'associer avec d'autres personnes. Selon toi, qu'est-ce qui change le plus entre bah voilà entre le milieu de l'art traditionnel, alors tu nous l'as déjà un peu dit, et finalement le monde de l'art, on va dire numérique slash NFT. Voilà, c'est quoi bah, que tu trouves vraiment différenciant et qui fait qu'aujourd'hui tu as vraiment envie bah, de te spécialiser dans le domaine des NFT plutôt que rester dans le monde de l'art traditionnel. Alors, dans le monde de l'art traditionnel, comme j'ai dit, c'est un marché assez opaque et élitiste.
Euh, on retrouve toujours les mêmes personnes. C'est très confidentiel en fait. Alors que là, dans le Web3, on est sur un système beaucoup plus décentralisé, transparent. Et j'aime bien cette dynamique de marché où on peut voir qui possède quoi. Ça, c'est un truc qui est vraiment en rupture avec le monde de l'art traditionnel. Euh, savoir quelle est la collection de la Fungi Gallery. Enfin, je trouve ça assez incroyable. Les prix ils sont complètement transparents. Donc, j'aime bien cette dynamique sur ce marché-là. Et comparé au marché de l'art traditionnel, ce qu'on peut retrouver dans le Web3, c'est ce qu'on ne retrouverait pas en fait en foire d'art ou en galerie d'art. Il y a de nouvelles esthétiques. Euh, comme par exemple Beeple, c'est très humoristique, un peu noir. On retrouve aussi dans le Web3, je sais pas, un peu plus de nudité ou alors des médiums complètement différents comme l'art génératif. L'art génératif, on n'en voit presque pas en galerie d'art. Donc c'est ça que j'aime bien. Il y a de nouvelles tendances. Il n'y a pas de tabou, il n'y a pas de censure. euh, et c'est ça qu'on n'a pas dans les foires d'art, dans les galeries d'art d'aujourd'hui. Et avec ma galerie, j'ai envie de montrer tout ça. Tout à l'heure, tu parlais justement que tu accompagnais, enfin que tu allais accompagner les différents acteurs dans le cadre de ton projet. Est-ce que par exemple justement cet accompagnement d'artistes sur le côté community management, communication, c'est quelque chose que tu as prévu de faire de ton côté? Oui, alors dans mes formations, l'intérêt, c'est vraiment qu'ils aient des collections qui soient un grand succès. Donc pour ça, je vais les aiguiller un peu sur la communication, sur les réseaux de distribution où ils doivent se placer, comment communiquer selon les réseaux. Et au niveau de la stratégie commerciale, je vais un peu puiser dans ce que j'ai vu pendant les 2 dernières années, à savoir les airdrops, les drops. Euh, Enfin, il y a beaucoup de choses à mettre en place qu'ils connaissent pas forcément. Et ça, je pourrais les aiguiller, voilà, sur le nombre d'éditions, sur quand vendre, sur quelle plateforme. Et voilà, je suis là pour ça. Tu dirais que c'est qui t'inspire le plus dans le secteur actuellement? Est-ce que c'est un artiste, une personne en particulier, le fondateur d'un projet? Voilà, tu penses à qui? Vraiment beaucoup de personnes, à vrai dire. Premièrement, je pense à Lucie Éléonore Riveron. Évidemment, elle est assez à l'écoute du marché. Elle va faire des choses incroyables à la NFT Factory. Mais il y a aussi d'autres femmes comme Annie Stern, qui est galeriste, euh, de plus en plus spécialisée dans les NFT. Il y a aussi Jessica Swedy, qui a créé sa propre DAO. Léa Duhem, qui est historienne et qui a fait un mémoire en fait sur l'histoire de l'art et les NFT. Et je pense aussi à Marie-Odile Fallet, qui est influenceuse culture. Et toutes celles-là participent à vraiment vulgariser la technologie et les NFT. Et elles promeuvent des artistes vraiment quali. Après, celle qui m'inspire énormément, il y a Fanny Lacoubé. Elle a 14 ans d'expérience dans le domaine de l'art, de la tech et de la finance. Elle est conseillère en art numérique. Elle est là vraiment depuis le début, quoi. Elle est collectionneuse de NFT et je pense qu'elle participe à évangéliser le public au NFT. Elle a créé une foire d'art numérique qui s'appelle CADAF Art. C'est la Crypto and Digital Art Fair. Ils sont présents à Paris, New York et Miami. Et quotidiennement, moi, je lis sa revue, c'est LAL Art Advisory. Ça me fait découvrir de nouveaux projets et de nouveaux artistes au quotidien. Merci pour tous ces partages. On mettra les liens, bien entendu, dans la description du podcast. Tu dirais que Super. c'est quoi ton dernier coup de cœur? Voilà, c'est quoi ton dernier coup de cœur artistique, lequel tu as envie de nous partager? Alors là, dernièrement, j'ai vraiment accroché sur lacollection.io. En fait, à la base, c'est ce qu'on pourrait dire des petites cartes Panini qui représentent des œuvres d'art qui sont exposées dans des musées. Ils sont associés avec le British Museum
avec le MFA de Boston. Et là, ils ont créé une série de NFT qui est très impactante à mon sens, qui est beaucoup plus utilitaire. Par exemple, là, cette série, elle a été créée par un collectif d'artistes ukrainiens. Et en fait, ça te donne accès à des adhésions exclusives, à des récompenses. Par exemple, il y a tout un programme annuel qui te permet de rencontrer, par exemple, Marina Abramovic, qui est performeuse. Il y a Ron Arad, Douglas Gordon, mais aussi tu peux rencontrer la galerie Tadeusz Ropac ou la galerie Perrotin. Donc, ça te donne accès à des... Si tu achètes le NFT, tu as droit à des visites dans des studios d'artistes et tu es invité à des événements ponctuels. Et surtout, de soutenir le collectif d'artistes ukrainiens. Donc ça, je pense que c'est il y a un côté dans les NFT qui peut être beaucoup plus utilitaire, euh, enfin, voilà, qui est dans le partage et qui crée une communauté. Donc ça, je trouve ça super intéressant. Et si je peux glisser un petit projet coup de cœur aussi, un autre, Oui, bien sûr, vas-y, je t'en prie. ce serait donc le catalogue de femmes artistes qu'on est en train de concevoir en ce moment avec donc les filles que je vous ai énoncées tout à l'heure avec Annelise, Jessica, Léa et Marie-Odile. En fait, on fait un catalogue de 100 artistes femmes à suivre dans les NFT, donc qui va apparaître le 24 novembre. En fait, c'est un catalogue en accès libre euh, où chacune des curatrices propose 20 artistes femmes qu'elle considère comme talentueuses et qu'il faut mettre en avant. Suite à ce catalogue, on va faire des expositions, enfin une exposition à Paris avec ces artistes-là. Hâte de voir en tout cas le résultat de cette curation. Je pense que ça va être assez intéressant de regarder tout ça. On arrive déjà à la dernière question. Est-ce que tu pourrais me dire comment tu vois le Web3 d'ici une dizaine d'années, ou du moins le monde de l'art dans les NFT d'ici une dizaine d'années? Voilà, c'est un gros effort de projection que je demande, mais est-ce que tu as quelques idées? Ouais, alors je pense que dans 10 ans, les habitudes de chacun, elles auront bien évolué. Je pense que la plupart des gens, ils auront leur propre wallet et ils achèteront des NFT pas que dans l'art, mais dans différents domaines. Et pour ma part, j'espère que les nouveaux collectionneurs d'art s'empareront de ces outils-là et que ces mondes, ils seront plus parallèles, mais qui s'inspireront et se répondront. Après, comment je vois ma galerie dans 10 ans, j'espère que j'aurai une place dans les foires d'art contemporain assez prestigieuses comme Art Basel. Que ça fera vraiment partie intégrante des foires d'art. J'espère qu'on verra de plus en plus d'art numérique. Alors, c'était le cas cette année avec la fondation Tezos qui était présente à Paris Plus cette année, il y a quelques semaines. Mais voilà, j'espère en voir de plus en plus et qu'il y aura de plus en plus de collectionneurs d'art numérique. Merci pour le partage de ta vision, du coup, et puis merci beaucoup aussi voilà, d'avoir joué le jeu de faire un épisode de Behind the Chain. C'était hyper intéressant de découvrir un peu les dessous voilà, du monde du monde de l'art, des maisons de vente, des galeries. Je te souhaite beaucoup de succès pour la Fungi Galerie, et puis Merci on va beaucoup. suivre ton actualité qui va être très très riche dans les prochaines semaines et les prochains mois. Et puis écoute, je te laisse le mot de la fin pour conclure. Eh ben, merci beaucoup Romain pour cette invitation et voilà, je vous invite à suivre la Foodie Galerie sur les réseaux. Merci encore Joséphine, à très vite. Salut. Merci beaucoup Romain. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Pour m'aider à propulser ce podcast, je vous invite à me laisser la meilleure note possible ainsi qu'un commentaire sympa. À très vite pour découvrir un nouveau talent du Web3.